That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette vidéo. Je suis extrêmement content ce soir, aujourd'hui, de recevoir Gabriela Trujillo, qui a écrit un essai très important sur un cinéaste dont on parle peu malheureusement et qui est fondamental dans l'histoire du cinéma, qui est Marco Ferreri. Voilà, c'est Marco Ferreri et en sous-titre « Le cinéma ne sert à rien ». On va poser la question à Gabriela, pourquoi le cinéma ne sert à rien. Et c'est édité chez Capricci, et j'en profite pour remercier et saluer Camille Polas qui m'a aidé à préparer cette émission. Donc, on va commencer d'emblée. Alors, il y a un décor un peu épuré chez vous, Gabriela. Je crois que vous avez fait un déménagement. Donc, je vous remercie doublement d'avoir accepté cette interview, malgré un quotidien un peu compliqué. Vraiment, je suis très content et je vous remercie donc énormément. Alors, on commence d'emblée. Question très très simple. Comment ça s'est passé la première fois que vous rencontrez entre parenthèses Marco Ferreri? Alors, avant tout, merci de me recevoir, merci de votre patience. Et effectivement, je pense que c'est le genre d'occasion qui rend le quotidien agréable, justement, le quotidien de déménagement, de carton. Eh bien, c'est formidable parce que justement, il y a ce type de moment avec vous. Comme celui-ci, j'espère, qu'ils font justement que tout compte. Donc, ma première rencontre avec Marco Ferreri, elle est assez banale après tout. C'est celle d'une cinéphile qui arrive après après la mort de Marco Ferreri, après le succès de ses films ou le scandale même de ses films. C'est-à-dire que j'appartiens à une génération qui n'a pas vu les films en salle. Je n'étais pas là quand les films sont sortis. Et en revanche, j'en ai vu deux à la Cinémathèque française. J'en ai vu un aussi, donc à la Cinémathèque française, peut-être que je donne le détail, j'ai vu Rêve de singe et Le mari de la femme à barbe, dans des cycles différents. Ensuite, par mon amour de la littérature italienne, j'avais découvert à travers Natalia Ginzburg une critique. Elle a fait une critique de Dillinger est mort, une critique très négative du film, et tout ce qu'elle a dit m'a donné envie de le voir. Malgré mon amour pour cet auteur formidable, eh ben, elle a dit des choses horribles sur Dillinger est mort, et je me suis dit, est-ce que c'est bien vrai? Et en fait, j'ai été saisie, hypnotisée par le film, que je trouve toujours magnifique. Mais le vrai moment de rencontre avec Marco Ferreri, c'est lorsque un autre quotidien agité voilà, j'avais la jambe dans le plâtre et je ne pouvais pas marcher. Et un ami très cher, à qui le livre est dédié, m'a dit, tiens, j'ai trouvé un film pour toi. Et c'était El Cochecito, donc l'histoire de ce vieil homme qui veut donc qu'on lui achète une voiture de paralytique. Et voilà, le film était tellement saisissant, tellement cruel, tellement drôle, que je me suis dit, il est impossible qu'il n'y ait pas de livre sur Marco Ferreri. Donc, je connaissais peu, effectivement, l'œuvre. Et à ce moment-là, mon éditeur, donc Camille Polas et Maxime Werner chez Capricci, m'avaient proposé de faire un livre. Et j'ai tout de suite proposé Marco Ferreri. Ils ont accepté, ils m'ont fait confiance, et donc moi je les remercie pour cela. Parce qu'après, moi le défi était de découvrir tous les films, et j'avais fait un pari amical avec le directeur de la programmation de la Cinémathèque française, avec Jean-François Roger. J'avais fait un pari en disant, je vais voir tous les films de Ferreri, et le dernier que je vais voir, ce sera La Grande Bouffe, parce que je ne l'avais pas vu. Ah oui, d'accord. J'ai découvert l'œuvre de Ferreri, et à la toute fin, je me suis réservé la vision de La Grande Bouffe, et j'en suis très contente. Mais c'est génial! C'est génial parce que non mais je trouve ça extraordinaire cette manière de comment dire de penser le tournage, le préparatif d'un livre sur Marco Ferreri, parce que malheureusement n'importe qui on dit Marco Ferreri, on pense à un ou deux films, mais surtout un film, le très fameux, le trop fameux même, La Grande Bouffe. Et je trouve ça vraiment intéressant de commencer, de se dire ça, on va le mettre de côté et puis on va remonter C'était une évidence donc pour vous, c'était obligatoire. Oui, c'était obligatoire parce que d'une part, c'était le film le plus connu.
et que c'était le film pour lequel il y avait le plus de peur, le plus d'appréhension de la part de tous les gens à qui on parle. Et je me suis mis dans la peau de tous ces gens justement qui ont entendu parler de La Grande Bouffe. Moi aussi, travaillant dans le milieu du cinéma, j'avais entendu parler de ce film. Et je me suis dit, eh bien, je vais faire comme si ce film était le dernier que je découvre. Ce qui m'a permis aussi de constater, donc c'est le film de toutes les exceptions, c'est le film qui a le mieux marché, c'est le film de l'immense scandale du Festival de Cannes. Et pour moi, de le voir après le reste de l'œuvre, c'était aussi faire le constat de ce film que je trouve magnifique, émouvant, un film d'amour, d'amitié, voilà, un film qui est d'une tendresse infinie. Et c'est pourquoi, parce que j'avais vu tout le reste, et voilà, je pense que je connaissais assez bien Ferreri après un moment pour avoir vu et revu les films. Au moment de découvrir La Grande Bouffe, être prête à tout. Et donc, avoir non plus la dimension purement physiologique qui peut choquer au premier degré à certaines personnes, même si, bon, là, c'est pas non plus, on en parlera certainement. Mais je me suis dit que ce film de toutes les exceptions était vraiment un film d'une tendresse qui m'a beaucoup touchée. Et donc, j'étais vraiment très émue de le voir en dernier. Oui, c'est vrai que quand on parle de La Grande Bouffe, je pense qu'il y a beaucoup de personnes de notre génération qui, dans l'enfance, voire un peu l'adolescence, quand on leur parle de La Grande Bouffe, on dit c'est l'histoire d'hommes qui mangent à en mourir. Et c'est dommage parce que c'est pas que ça, c'est surtout avant tout une très très belle histoire d'amitié. Et ça c'est juste c'est quelque chose. Comment vous pouvez expliquer, parce que ça vous en parlez aussi dans le livre édité chez Capricci, comment vous pouvez expliquer cette injustice liée à le fait que ce cinéaste extraordinaire soit malheureusement méconnu à part ce film-là? Comment on peut l'expliquer alors que c'est un cinéaste vraiment très important dans l'histoire du cinéma? Alors, je pense, comme vous, que c'est un cinéaste fondamental. C'est un cinéaste, en plus, qui parle de choses qui nous touchent actuellement, c'est-à-dire de la question de la fin de l'espèce humaine, de l'hécatombe, de l'importance aussi de l'attention qu'on doit porter à la nature, aux animaux, de la question des genres aussi. C'est un cinéaste fondamental sur tous ces aspects. Donc, effectivement, c'est très étonnant qu'on en parle peu ou pas de Ferreri. Les raisons, je pense, peuvent être multiples. Alors, d'une part, il y a le fait que Ferreri a dérangé à son époque, que Ferreri n'a pas créé tout le glamour à l'italienne auquel on est habitué quand on parle du cinéma italien. Il a travaillé avec les plus grands acteurs de son époque, avec les plus grands techniciens de son époque, et pourtant, il n'est pas dans le cliché. Je ne veux pas réduire, évidemment, des gens comme Fellini, comme Visconti à des clichés, puisque ce sont d'immenses cinéastes, et c'est comme ça que moi, je suis entrée dans l'amour italien. Mais il n'a pas créé des images qui sont restées emblématiques du cinéma italien du XXe siècle. Et c'est pourquoi je pense que qu'il travaillait la question de l'horrible, de l'affreux, de l'âpreté, de la disparition vraiment de l'espèce humaine de ce propre main, en quelque sorte. Je pense qu'il parlait de catastrophe écologique, humaine, de la fin d'une époque, et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas été, qu'il a été un peu oublié, ou peut-être un peu rangé comme ça, comme la poussière sous le tapis, pour ne plus déranger. Or, on a besoin d'être dérangé. Et heureusement qu'il est. D'ailleurs, c'est ce que vous écrivez, effectivement. Mais il y a l'idée aussi que peut-être, à un moment ou à un autre, surtout dans notre période actuelle, on a du mal à accepter de se voir dans un miroir quand on va au cinéma. Et je pense que c'est un peu compliqué avec Marco Ferreri, j'imagine. J'imagine qu'il y a ça. Il nous renvoie une image de nous qui n'est pas du tout flatteuse, mais qui n'est pas moins généreuse et pleine d'empathie, de pitié. Je pense que il y a une chose qui, moi, m'intéressait, c'est que j'ai trouvé à un moment, dans les écrits de Guillaume Apollinaire, une chronique sur Picasso. Et disait que la pitié
avait rendu Picasso âpre, ou plus dur. Et je pense que Ferreri, il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'en partant de... Quand on voit La Grande Bouffe, on voit à quel point il est fou de ses acteurs, de la question de l'amitié, des rituels aussi du partage. Mais dans cette attention à l'humain en tant qu'espèce animale, on remarque qu'il se flingue tout seul, qu'il se détruit tout seul. L'humain se détruit tout seul. Et parmi toutes les espèces vivantes sur Terre, Ferreri, qui a une formation de vétérinaire, les met peut-être au même niveau, les animaux comme les humains. Et franchement, de ce point de vue-là, les humains ne sont pas du tout gagnants, parce que c'est les plus bêtes de toutes les espèces. C'est-à-dire qu'ils se croient au-dessus, mais ils ne vont que s'autodétruire. Et c'est quelque chose qui hantait Ferreri, la question de la disparition de l'être humain de sa propre faute. Donc, je pense que, voilà, il y a toute une série d'éléments qui font que Ferreri a été un peu oublié, un peu passé de mode aussi. Et pourtant, vous le dites, et moi, j'en suis... C'est un peu pour ça aussi que je l'avais écrit. En voyant, je me disais, mais c'est le cinéaste dont on a besoin à notre époque. Il n'est pas là pour nous consoler, pour nous faire sentir bien. C'est pas un cinéma feel good, mais c'est un cinéma de la décharge électrique. C'est un cinéma de l'extrême lucidité. Et c'est pas plus mal, justement. On ne se leurre pas. Et c'est quand même extrêmement salvateur. Ça fait du bien aussi de voir les films de Ferreri. Je crois. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous, je partage cela. Et quand on revoit, quand on découvre toute la filmographie d'un cinéaste, il y a comme ça parfois 2 ou 3 images qui marquent. Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il y aurait une image marquante là comme ça que vous pourrez nous partager, une image qui vous a beaucoup marqué? Alors, il y en a plusieurs parce que je pense qu'il y a par exemple la fin de La Semence de l'Homme. C'est-à-dire qu'on a un enchaînement de plans, eh bien, on a quoi? On a la véritable disparition de l'espèce humaine par une bêtise pure, qui peut répondre à tous ces moments de destruction comme dans Touche pas à la femme blanche, tourné en plein chantier de destruction du marché des Halles dans les années 70. Donc, en fait, peut-être que chaque film de Ferreri a des images extrêmement fortes, extrêmement prégnantes et qui restent. Une image peut-être aussi magnifique, et c'est pourquoi je suis très contente et très fière de la couverture de ce livre. C'est une image en fait, c'est presque plus une photo de promotion du film de Lisa, donc qui est un film d'après un roman d'Ennio Flaiano et scénarisé par Ferreri et Jean-Claude Carrière, qui réinvente un peu cette histoire d'un homme qui se retire dans une île déserte et d'une femme qui débarque là par accident et qui essaye de se substituer au chien de cet homme. Cet homme, avec le monde, c'est l'amour qu'il a pour son chien. Et cette femme tombe amoureuse de lui et donc elle décide d'éliminer le chien et de prendre sa place. Et il y a un moment où se met en place ce double jeu de maître et esclave, de séducteur et séductrice. Voilà, les rôles alternent. Ce n'est pas seulement... Catherine Deneuve est absolument magnifique quand elle joue justement ce double rôle à la fois de la soumission et de la dominance. Et il y a un moment où elle mord la main de Mastroianni. Et en fait, c'est à la fois une caresse, c'est à la fois une projection dans ce qu'était le chien, et c'est en même temps une image de l'amour qui est assez problématique, mais assez belle aussi. Alors c'est très bien que vous parliez de Lisa, parce que il y a comme ça des gens, des détracteurs qui souvent, quand ils parlent de Ferreri, vous le savez très bien, tout de suite Ferreri c'est celui qui est un des cinéastes les plus misogynes de l'histoire du cinéma. Et vous, on parlera après du découpage, le découpage structurel de votre livre, mais il y a un chapitre sobrement intitulé l'hypothèse féministe. Et je trouve ça fascinant. Et si si vous me permettez, j'aimerais bien lire juste quelques lignes que vous écrivez, page 130 de votre livre, et peut-être après rebondir là-dessus, parce que c'est intéressant, à mon avis, de
contredire cette idée un peu fausse qu'on a toujours associée à Ferry, à savoir que c'est c'est un cinéaste extrêmement misogyne. Alors, vous dites, alors il faudrait peut-être se demander pourquoi tout cruel portrait de femme serait-il suspect de misogynie. Après tout, dans ce cinéma salvateur, parce que sans morale, aucune garce ne s'attarde, aucune victime n'est ennuyeuse, aucune mégère ne le reste longtemps, aucune femme fatale ne survit dans la joie à sa victime, et pour l'homme, égoïste, désespéré, assassin, contrite, amoureux, mufle, la séduction est toujours la conquête d'une ruse. Survivre aux femmes, ça c'est une autre histoire. Il n'est pas misogyne, c'est pas un cinéaste misogyne, c'est un cinéaste au contraire qui prône l'égalité. Alors, vous savez, il a beaucoup souffert à l'époque, Ferreri a beaucoup souffert d'avoir été qualifié soit de misogyne, soit de féministe. Ce qui, au moment où on lui a asséné qu'il était un cinéaste féministe, c'était considéré comme une insulte. Alors, il faut savoir aussi que, pour remonter à l'époque où les films étaient faits, pourtant, Ferreri documente et parfois montre des portraits très cruels des premiers mouvements féministes des années 70. Par exemple, du mouvement de libération des femmes en France, du MLF, ou du Women's Lib aux États-Unis. Il les montre dans ses films. Et parfois, il en fait des caricatures qui sont en fait la perception des personnages masculins qui ont du mal à comprendre. Ils ont du mal à suivre la marche du monde. Et Ferreri, c'est comme s'il parlait de quelqu'un de nos jours qui a été élevé dans une famille et dans une structure profondément machiste et qui ne comprendrait pas les mouvements de revendication des mouvements des femmes actuels. Donc, c'est ça ce qu'il documente. Il documentait comment, dans les années 70, certains de ces personnages masculins, sans toutefois être, je expliquerai pourquoi, mais sans toutefois être toujours du point de vue des hommes, ce sont quand même les héros masculins qui ne comprennent rien au monde et qui sont complètement dépassés. C'est ça qu'on voit. Et que eux essayent de réduire le rôle des femmes à des animaux charmants ou à des mégères horribles ou à des sorcières qui manifestent et qui méprisent les hommes. Or, ça, ce sont des images du personnage. Et il faut savoir aussi à quel point il faut toujours garder un sens critique quand on regarde un film, de savoir que la vision du personnage masculin n'est pas forcément la vision du réalisateur. C'est terrible à rappeler, mais on est obligé souvent de le rappeler. C'est pas parce qu'une femme est horrible dans un film de Ferreri que c'est le point de vue de Ferreri. Alors Ferreri, justement, a cette forme de participation, on va dire, à certains mouvements d'émancipation de son époque. Donc, dès la fin des années 60, il est proche à la fois de certains mouvements d'avant-garde politique en Italie, et puis aussi, il est proche, on va dire, des mouvements féministes. C'est-à-dire qu'il découvre les mouvements féministes aux États-Unis, et ensuite, il va écrire ses scénarios à partir des années 80 avec des tandems de femmes, avec des femmes qui étaient, elles, des militantes féministes en Italie, et pas des moindres. Donc, Ferreri s'est beaucoup intéressé, et quand on voit la filmographie après dans l'ordre, on voit qu'il y a aussi certaines figures de femmes qui se détachent, certaines figures qui sont probablement idéalisées, et d'autres qui sont vraiment dans la conquête de ce futur. Et c'est pas pour rien que l'un des films de Ferreri s'appelle Le futur est femme. Et c'est ce qu'il montre aussi. C'est-à-dire qu'il se dit, dans le monde moderne, l'avenir est aux femmes. Et que les hommes, tout ce qu'ils font, c'est essayer de leur montrer ou de leur cacher cette puissance qu'elles ont de déterminer le futur de l'espèce humaine. Donc, et pourquoi est-ce qu'elles ont ce pouvoir? C'est que elles ont le pouvoir et maintenant le choix de se reproduire. C'est-à-dire qu'à un moment, l'homme n'est presque plus nécessaire puisqu'elles ont le choix de se reproduire ou pas. Donc l'homme est utilisé à un moment pour sa semence. D'ailleurs, c'est l'autre titre de film aussi, la semence de l'homme. C'est quelque chose qui le préoccupait justement. Et à un moment, il s'est dit, ben voilà. Et on voit de plus en plus, notamment dans Le futur État, comment dans les dispositifs de partage et d'émancipation humaine, eh bien, le masculin, les hommes, certains mâles, que moi j'appelais les mâles tristes, les mâles, sont dépassés. Et donc, ils restent et ils ne pensent qu'à eux et ils finissent par mourir tous. Et ce sont les femmes qui, de plus en plus, vont devenir celles qui
détiennent le futur et les clés du futur. C'est vrai que lorsque vous parlez, vous évoquez les bals tristes, effectivement, quand on pense aussi au cinéma de féerie, on associe des personnages masculins à des, comment dire, ils sont toujours, dans le scénario, ils sont toujours associés à des objets ou des choses très simples, même parfois un peu ridicules. Par exemple, quelqu'un qui joue avec son flingue, c'est Dillinger, quelqu'un qui est toujours avec son ballon, c'est Mastroianni, je crois, dans un... Et puis il y a aussi Christophe Lambert dans I Love You, qui alors lui c'est encore c'est pire que tout, il est amoureux d'un porte-clés, je crois, quelque chose. Voilà. Il est plus que tout, hein. Je pense que le personnage de Christophe Lambert, vous faites bien de parler de lui, parce que le personnage de Christophe Lambert dans I Love You préfigure notre époque. Ce type est amoureux d'un porte-clés qu'il siffle et qui lui répond en lui disant I love you. C'est toute notre époque qui est là. C'est Her de Spike Jonze, bien sûr, mais c'est aussi ce refus de supporter quelqu'un d'autre et de ne vouloir que, voilà, la question mécanique et immédiate. L'affect devient autre chose et ne se traduit, ne se polarise que sur un objet. Et Lambert refuse toutes les femmes et tous les hommes aussi, toute l'amitié et l'amour et le désir des humains, il les refuse parce qu'il ne supporte pas les gens et en revanche, il a besoin d'être aimé et donc il s'entiche de ce porte-clés. Quand vous parlez de cela, donc ce sont des pistes narratives, et j'aimerais bien vous poser une question par rapport au scénario. Quand on regarde les films de féerie, surtout entre 1969 et 1989, il y a comme ça une période très très forte, très faste, où il va très loin, et c'est assez incroyable d'ailleurs de revenir sur cette période-là. Non pas que les précédents films ne sont pas intéressants, ils sont très intéressants, mais parfois difficile aussi de les voir, de se les procurer. Mais vous ne pensez pas que les scénarios chez Ferreri, c'est pas qu'ils n'existent pas, mais j'ai pas l'impression que les scénarios chez Ferreri sont comme les scénarios chez un autre cinéaste. C'est-à-dire que tous les événements forts, il les balaye. Ça ne l'intéresse pas. En fait, j'ai l'impression qu'il a une manière de raconter une histoire qui, en fait, est une non-histoire. Il fait tout pour qu'il n'y ait pas réellement d'histoire et tous les événements forts, il les balaye, il n'en parle pas. Et c'est sa manière d'épurer un récit. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Alors, je suis d'accord avec vous sur la question du scénario, parce qu'elle est vraiment intéressante. C'est-à-dire que Ferreri part souvent d'une idée. Un homme tombe amoureux d'un porte-clés. Une femme aime un homme qui aime un chien. 4 amis s'enferment pour manger et mourir. Et à partir de là, en fait, il n'y a pas ce qu'on a l'habitude, notamment en France, quand on fréquente le milieu du cinéma contemporain, on voit à quel point on exige pour les aides, par exemple, une écriture de scénario qui serait articulée, ou même la tradition maintenant qui est en train de s'imposer de la série télé, eh bien, il faut un scénario qui s'enchaîne, des épisodes, etc. Donc, il y a un rythme. Ferreri n'était pas du tout dans cette écriture-là. Il y avait une idée et ensuite, c'est pourquoi moi, il m'intéressait de le rapprocher plus d'un auteur comme le Marquis de Sade ou d'Alfred Jarry. C'est-à-dire qu'il y a une idée forte et après, il laisse défiler une sorte de mécanique qui est implacable. Il peut devenir complètement absurde, mais c'est comme laisser une boule tourner. C'est-à-dire, l'idée initiale, un homme tombe amoureux d'un porte-clés. Qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Et cette idée est tellement folle que tout ce qui va devenir le scénario ne ressemble pas, bien sûr, à tout ce qu'on a l'habitude de voir comme moment fort ou épisode attendu de ce genre de film. Donc, il avait une manière presque oblique, vous avez raison, de raconter les histoires. Il faut que, on se trouve face à des objets qu'il aurait peut-être été impossible d'écrire à notre époque ou de tourner. Et c'est cet étonnement, c'est cette mécanique implacable d'une idée initiale qui me semblait intéressante de souligner, notamment en racontant l'histoire, en faisant un premier chapitre comme un plan d'ensemble chronologique, parce que parfois, rien que l'idée de dire l'idée du film, de raconter une ligne, de résumer le film en une ligne, c'est déjà
extrêmement intéressant, puisque ça ne ressemble à rien. Et après, le film va déployer cette dynamique qui finit par devenir, qui peut nous sembler absurde à notre époque. Mais je pense qu'elle est narrativement, elle n'est pas, elle n'est plus en fait d'actualité, cette manière de raconter les histoires, mais pourtant, ça tient. Je pense qu'elle obéit. Tous les fils narratifs depuis le début sont là. C'est juste qu'il ne va pas dans la facilité d'un scénario à l'américaine, à la française actuellement, ou d'un scénario de télé. Parce que même ces films pour la télévision, c'est vraiment des objets inclassables. Mais par exemple, quand on voit un film qui est pour moi mon préféré, c'est Dillinger est mort. Mais quand je dis ça, j'ai pas l'impression d'être extraordinairement exceptionnel, vu que beaucoup aiment Dillinger est mort. Et quand je vois Dillinger est mort, j'ai l'impression de retrouver, parce que je l'avais vu à la fin je l'avais découvert à la fin des années 90, début 2000. Et moi, je pense qu'on fait partie de la même génération qui avons été contemporains de ce cinéma hongkongais extraordinaire, voire même chinois, où il y a une espèce de lenteur et j'ai l'impression que Dillinger est mort annonce les films un peu ceux de Wong Kar-wai, voire ceux de Tsai Ming-yang, où ils ont une manière de parler d'un rien, de partir de rien du tout et de dilater le temps et de faire un film de 90 minutes, voire 1h40. Et je retrouve ça, et c'est pour ça que je trouve qu'il était extrêmement en avance sur son temps, sur sa manière de capter les choses. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle quand je vous dis ça. Absolument, mais vous savez, je n'avais pas du tout pensé à ça, et j'aurais bien voulu avoir cette idée au moment de la rédaction. Parce que, et personne ne m'a fait la remarque, mais je pense que c'est très juste, effectivement, cette manière de préfigurer en quelque sorte ce cinéma asiatique on va dire, du début des années 2000, qui était effectivement sur des temporalités, et même le cinéma coréen contemporain, pour en sens, il y a comme ça une sorte d'étirement de la durée, effectivement. Et je pense, comme vous, que Dillinger est mort est une merveille absolue. Moi, c'est un film que je trouve inépuisable. Mais justement, comme je vous disais au début, eh bien, on a quelqu'un que moi j'admire profondément qui a détesté le film, mais elle en a parlé, donc ça m'a donné envie de le voir. C'est Natalia Ginzburg. Et elle lui reprochait justement, vous savez, ça recoupe ce que je disais tout à l'heure sur les féministes. Elle ne reprochait pas du tout le meurtre de la femme. Elle ne parle pas de ça. Donc, d'un point de vue de la doxa féministe, ce film n'a rien de choquant. Même l'image, une image purement de projection mentale, de rêve de la femme dans le bateau. Et même l'employé de maison joué par Annie Girardot. Enfin, les personnages féminins ne sont pas, on va dire, en grande forme dans ce film. Et pourtant, ce n'est pas du tout un film misogyne. C'est un film qui parle de l'ennui d'un homme qui ne voit plus ce qu'il a autour de lui. Et effectivement, ce que vous dites sur la durée qui s'étire, et en fait, on pourrait résumer le film en disant, voilà, c'est la nuit blanche d'un homme qui s'ennuie dans sa vie. Il a tout réussi, qui a de l'argent, qui a une belle femme, et en fait, qui n'a plus de sens, en fait, dans sa vie. J'ai l'impression que Ferreri, durant toute sa filmographie, c'est l'un des rares cinéastes on peut dire que c'est un sismographe, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une manière de capter les choses secrètes de notre société, les mouvements qui passent. En fait, pour moi, j'ai l'impression que lui, il ne prend pas l'autoroute ou la nationale. Lui, il prend les petites routes les petits chemins, les petites routes de campagne. J'ai l'impression que c'est ça, lui, Ferreri, c'est ça qui l'intéresse. Je suis d'accord avec vous, parce que même si, par exemple, il prend la Rolls-Royce, puisqu'il a Hugo Tognac, Depardieu, Deneuve, Annie Girardot, même s'il a les Piccoli, il joue avec les plus grands acteurs de son époque, même Roberto Benigni, Sergio Castellitto, ce sont d'immenses acteurs qui vont jouer avec lui. Et bien justement, il les fait aller ailleurs. C'est-à-dire qu'il a la Rolls-Royce, mais c'est pas pour autant qu'il va traverser les Champs-Élysées. Non, il va vraiment prendre, comme vous dites, d'autres petites ruelles. Et pourtant, on arrive à destination et la Rolls-Royce est toujours là. Et je pense que c'est quelqu'un, ça c'est une chose assez rare, mais c'est quelqu'un, et la période justement qui va les 2 années où il y a
coup sur coup, la grande bouffe et touche pas à la femme blanche, témoigne aussi du grand attachement et du grand amour qu'avaient les acteurs pour Ferreri. Alors que, et par exemple, Annie Girardot, alors qu'il l'a fait jouer, elle a fini découpée en morceaux, couverte de miel lorsqu'elle travaille comme domestique chez Michel Piccoli, ou alors elle est habillée en femme singe. Donc, et pourtant, ce sont des gens qui sont restés profondément attachés. Marina Vladi aussi, qui a joué dans Le lit conjugal, un rôle extrêmement difficile. Marina Vladi, même actuellement, elle parle de Ferreri dans des termes d'une profonde admiration, voire de tendresse. Et Piccoli, avant sa mort, parlait de Ferreri aussi. Donc voilà, il prenait les chemins de traverse avec les plus grands acteurs. Et les acteurs, ce sont aussi des corps, ce sont des gens qui aiment qu'on les porte quelque part, qu'on exige des choses. Et Ferreri faisait ça avec eux. Alors, deux, trois questions avant de vous libérer. Et quand on regarde la filmographie pas la filmographie, pardon, la biographie, pardon, excusez-moi, de Marco Ferreri, il est né en 28, je crois, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, il est né en 28, il est né en Italie. Il y a un moment ou un autre, il va vivre quelque chose de malheureux et d'important aussi. Est-ce qu'on peut dire, sans être trop dans la psychologie de pacotille, est-ce que parce qu'on ne le voit pas, si je ne me trompe pas, on ne voit pas ce qu'il a pu subir, l'Italie, ce qu'a subi avec le fascisme. On ne voit pas ça, je crois, dans ces films. Mais est-ce que, et là, on parle le fait que vous ayez écrit cet essai édité chez Capricci, est-ce que ça se voit indirectement dans ces films? Alors, moi, je pense que oui. Cette période du fascisme, tout cela. Alors, moi, je pense que oui, mais d'une manière négative. Alors, je vous explique. Effectivement, Ferreri est né en 28. Le pouvoir, enfin Mussolini était au pouvoir depuis le début des années 20. Donc Ferreri a grandi sous le fascisme. Il ne faut pas oublier que, et c'est pour ça que la question masculine me semblait essentielle aussi, et que je les séparais. Ce sont deux questions différentes, traitées de manière différente, du féminin et le masculin. Le féminin, c'était l'hypothèse féministe, donc les accusations de misogynie, et d'autre part, le masculin était aussi fondamental, parce que Ferreri appartient à cette génération d'adolescents, d'enfants, qui ont grandi sous le fascisme. Et c'était quoi le fascisme? C'était cette hyper-virilité portée par un chef d'État. Mussolini était athlétique, enfin voilà, c'était vraiment la figure du mâle puissant, sportif, fort, robuste, etc. Ce qui était voilà, une forme de fascination aussi, hein. Peut-être pas de tout le monde, mais une grande partie de son pouvoir reposait aussi sur cet aspect-là. Hitler en Allemagne avait d'autres ressorts, mais le personnage du Führer en Allemagne ne peut pas se comparer à ce que symboliquement incarnait pour la virilité même le fascisme. On parle des deux individus, hein. J'espère que les étudiants ne vont pas trop. Alors, qu'est-ce qui arrive avec Ferreri? Ferreri, ensuite, il arrive 45, donc après la guerre, il arrive en Italie quelque chose dont moi j'aime beaucoup parler, parce que ça me semble fondamental pour toute cette génération de cinéastes aussi, c'est que ce corps masculin, ultra musclé, puissant et tout puissant de Mussolini, qu'est-ce qui arrive après la guerre? Eh bien, il est capturé, il est lynché, et son cadavre est vraiment... Enfin, l'histoire du corps de Mussolini est quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire du XXe siècle et d'extrêmement violent. Et il faut savoir aussi à quel point le corps de Mussolini, qui avait été le symbole de la puissance masculine, est malmené après la guerre. Donc, ça fait que cette génération-là voit aussi la remise en question de ce qu'est le corps masculin de leur référence. Donc moi, je ne veux pas faire de la psychologie, mais ça me semblait important de rappeler que Ferreri, étant contemporain de tout ce bouleversement, quand il se met à faire des films dans les années 60-70, va souvent parler aussi de la fêlure chez les hommes, de cette fêlure que certains cinéastes vont aussi évoquer de manière plus ou moins différente, mais chez Ferreri, cette manière qu'a le masculin de ne plus être, enfin le viril justement, de ne plus être d'actualité et d'être violemment aussi mutilé, assassiné. Les hommes se font beaucoup de mal, se suicident, se mutilent,
voilà, il y a se défenestrent, ils se font beaucoup de mal à eux-mêmes et font beaucoup de mal à la civilisation. Donc, moi, je pensais, c'était une sorte d'hypothèse que je faisais aussi, le livre est fait de certaines hypothèses, et ce travail sur le masculin me semblait important parce qu'il y a, je pense, toute une histoire du cinéma qui peut être aussi éclairée par cette perte de puissance du masculin dans un pays qui, pendant longtemps, a fait asseoir sa puissance sur le seul corps de Mussolini. D'accord. C'est intéressant, j'avais jamais pensé à ça et ça me renvoie à quelques images effectivement de films qu'il a réalisés et c'est vrai que je comprends mieux la connexion. Juste allez, encore deux petites questions. Dans votre, c'est parce que c'est très intéressant. Voilà, donc moi ça m'intéresse beaucoup. Et donc on n'a pas parlé du découpage, bon c'est pas grave. Mais parmi ce qu'il faut dire, c'est que vous ne questionnez pas le cinéaste par ordre chronologique des films, donc mais ça donne quand même une espèce de temporalité, un rythme intéressant. Voilà, parce qu'au début, en fait, si vous voulez justement, parce qu'au début, je suis consciente et nous sommes la preuve justement. On connaît mal Ferreri. Et on connaît mal de toute façon aussi parce qu'il est resté très discret sur sa vie. Et aussi parce qu'il était lui-même, et en faisant moi je suis allée à Turin quand je n'avais plus mon plâtre, justement. J'ai pu aller à Turin consulter les archives personnelles de Ferreri, mais il n'y a pas grande chose. C'est-à-dire qu'il est toujours resté très discret sur sa vie et qu'il disait lui-même qu'il ne faisait rien d'autre que de travailler. Donc c'est vraiment les films qui comptent. Mais je voulais faire un premier chapitre un peu dense, qui trace de manière chronologique les films et quelques éléments de vie de Ferreri, le peu qu'on connaisse. Je ne voulais pas être non plus dans l'anecdotique, c'est pourquoi je n'ai pas fait appel à des gens qui l'ont connu pour combler certaines lacunes. Non, ça ne m'intéressait pas. Mais en fait, et après, justement, je voulais m'amuser en faisant différentes manières d'approcher l'œuvre, la question de la nourriture, la question des animaux, en faisant un bestiaire. Je me suis beaucoup amusée à faire un bestiaire. Puisqu'il avait une formation de vétérinaire, il me semblait essentiel de faire un dictionnaire des animaux dans l'œuvre. La question du masculin, la question du féminin, la question des paysages, de bord de mer. Voilà, donc ce sont des gros plans aussi sur le scénariste historique de Ferreri ou sur l'un de ses acteurs, qui pour moi était l'un des moins connus. Eh bien, ça, c'est très bien que vous parliez de ça. Autant Ferreri est un cinéaste italien fascinant et important, mais qui malheureusement est méconnu, autant Ugo Tognazzi est un remarquable comédien, l'un des plus importants dans l'histoire. Et contredisez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il est aussi un peu méconnu du grand public. En tout cas, aujourd'hui, on parle moins de Ugo Tognazzi. Et quand j'ai vu qu'il y avait un chapitre qui lui était dédié, alors qu'il y a Mastroianni qui a joué sous la direction de Ferreri, il y a Piccoli par exemple, ils ont fait 7 ou 8 films ensemble. Vous choisissez Ugo Tognazzi. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, d'une part, c'est peut-être aussi à notre époque et en France surtout. C'est celui qui a le plus été oublié. Pourtant, il a joué dans Barbarella, il a joué dans La Cage aux folles. Enfin bon, mais c'était des films qui peut-être sont moins visibles de nos jours aussi. Peut-être que c'est vraiment très centré sur les années 70. Je pense qu'il y a toute une génération de gens qui connaissent très bien Ugo Tognazzi. Pas nous, il me semble. En tout cas, moi, je le connaissais moins et je le trouvais absolument formidable. À la fois dans la puissance de son jeu, à la fois dans la fêlure du masculin qu'il arrive à montrer, justement, de manière moins tragique que Mastroianni ou Depardieu, mais aussi parce que c'est la figure en Italie du grand mangeur. Il avait une réputation, voilà, et puis c'est quelqu'un qui organisait d'immenses repas qui ont peut-être été à l'origine, justement, de l'idée de la grande bouffe. Et voilà, c'est vraiment un acteur qui est, je pense, oublié, et qui déploie de manière hallucinante un éventail de possibilités par son physique même et sa voix, son accent. Il va beaucoup plus loin que la simple comédienne italienne à laquelle on l'avait associé. Puisque Ferreri en fait un personnage justement qui va beaucoup plus loin que la comédie italienne.
Exactement. Dernière question et je vous libère. C'est juste quelque chose que vous écrivez, la page 7 et vous dites bientôt, je l'espère, on reverra tous les films de Ferreri et ce jour-là, on saura que le cinéma sert à quelque chose, non à réparer un temps malade, mais à accepter que l'art puisse encore nous désarçonner. C'est une réponse, enfin, c'est une contradiction. Enfin, non. Vous contredisez Ferreri quand il dit, de manière un peu peut-être ironique, que le cinéma ne sert à rien et qui est le sous-titre de votre livre. Alors oui, c'est quelque chose que Ferreri avait dit dans un entretien. Mhm. Euh, en fait, évidemment, c'était une sorte de boutade de la part de Ferreri, mais c'était aussi très juste, parce qu'en fait, c'était à la fin des années 60, en pleine période de militance et d'engagement. Et en fait, beaucoup de gens, dont Godard par exemple, qui était très proche de Ferreri, hein, ils ont été très proches à la fin des années 60, ces gens qui croyaient que justement les films allaient pouvoir changer le monde, qu'un engagement politique devait être visible dans les films aussi, que les films pouvaient être militants. Eh bien, c'est pour ça que Ferreri dit non, le cinéma ne sert pas à grand chose et il ne va surtout pas changer le monde. En revanche, moi, je ne sais rien faire d'autre. Et donc, il disait, donc je vais continuer à faire des films. Et c'est pour ça que cette œuvre, elle m'intéressait aussi. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'honnêteté intellectuelle à dire, ben non, le cinéma, il reste dans le domaine du symbolique. Mais pourtant, il peut justement non pas servir à anesthésier les gens ou à conforter des images, mais à nous désarçonner. C'est pour ça que l'image du désarçonnement m'intéressait, parce que c'est quoi être désarçonné? C'est tomber de son cheval. Et je pense que c'est l'effet que font les films de Ferreri. Après, on ne peut pas dire que tomber d'un cheval soit agréable, mais pourtant c'est toujours nécessaire parce que même dans la tradition biblique, justement, hein, le chemin de Damas, etc., c'est tomber d'un cheval et voir la lumière, c'est une sorte de révélation. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important, une forme d'hyper-lucidité que Ferreri propose en disant attention, on est en train de dynamiter l'existence humaine et on va très mal s'en sortir. Il faut laisser les femmes prendre les décisions plutôt que les hommes. C'est un peu la leçon de touche pas à la femme blanche. Et en fait, non, mais en tout cas, ce sont les hommes qui gèrent très mal le monde. Et il dit, il est temps de laisser peut-être les femmes décider. Et puis d'autre part, il est temps aussi de se poser la question de l'hécatombe écologique, humaine, etc. Et donc, moi, je pense, oui, que le cinéma sert à quelque chose, et je pense que Ferreri aussi, sinon il n'aurait pas fait de sa vie tous ces films, et n'est pas justement à nous consoler des choses. Moi, je pense que l'art n'est pas là pour consoler qui que ce soit. Au contraire, il est là pour dire les choses. Mais pas non plus à l'autre extrême, il n'est pas là non plus pour changer, pour être, il reste dans le domaine du symbolique. C'est ce que je veux dire. Bon, en tout cas, c'est Marco Ferreri, c'est le cinéma ne sert à rien, Gabriel Trujillo, c'est édité chez Capricci. Je me souviens plus, le bouquin est sorti il y a combien de temps? Il y a quelques jours? Il est sorti, non, alors il est sorti, quand est-ce qu'il est sorti? Non, il est sorti fin janvier, je crois. D'accord, donc je suis très en retard. Alors il faut absolument vous le procurer. Voilà, mais bon, on a attendu, j'ai été... Depuis, j'ai changé, vous voyez, de plein de choses. Exactement. J'ai notes, donc je ne sais plus, mais il est là depuis janvier et il me hante depuis que j'ai la jambe cassée. Voilà, et ben c'est très bien. Et ben j'espère qu'il va hanter aussi celles et ceux qui ont découvert cette vidéo, qui vous ont écouté, qui vont découvrir ce livre. En tout cas, je tiens à vous remercier. C'était 43 minutes de bonheur à vous écouter parler de Ferreri et ça donne envie de re-revoir ces films. Voilà. J'espère qu'on pourra très bientôt, que les salles vont rouvrir et qu'on pourra revoir les films de Ferreri. En tout cas, merci. Je suis même persuadé que vous allez peut-être même nous organiser une rétrospective à la Cinémathèque. Ça, je crois que c'est vous qui devez le faire. C'est sûr et certain. Ah, ça, c'est une autre question. L'actualité l'actualité aura le dernier mot, mais je vous remercie en tout cas de votre confiance et je suis sûre que de toute façon, s'il y a bien une institution qui veut porter et qui était censée à un moment porter à la fois les films et la sortie du livre, c'était bien sûr la Cinémathèque. C'est bien sûr la Cinémathèque. Je vous souhaite une agréable soirée. Merci beaucoup. Merci. Et puis on se dit à très vite. Merci beaucoup. Merci. In the canyon,
That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me.